Ça, c'est la maison de Quentin. Elle lui génère 3 000 € de bénéfices tous les mois. Entre 2800 et 3000 € de bénéfices hors impôt, bien sûr, par mois. Mais il y a quelques mois, Quentin il était salarié, il gagnait 2800 € net, il n'avait jamais investi dans l'IMO et il savait pas par où commencer. Tony, Vincent, Sandra, Massy, c'est la même histoire. Ils ont tous choisi l'IMO 2.0 au lieu de l'immobilier classique. Je veux faire un truc vraiment bien. C'est loué tous les jours. Tous les jours, pour l'instant, toutes les nuits, ça a été loué. Un chiffre d'affaires à 1200 € à peu près en quelques jours, donc franchement, c'est top. Après, en termes de chiffres, on a dépassé les 5500 sur le mois de juillet. Dans cette vidéo, je vais te partager les 3 étapes qu'ils ont suivies pour y arriver. Même si tu n'as aucune connaissance, aucune expérience, aucun réseau, on s'en fout. Ces 3 étapes-là, c'est vraiment le nectar, comme j'aime bien dire, de mes 4 années d'expérience sur Airbnb et aussi toute l'expérience que j'ai pu accumuler, forcément en accompagnant des personnes sur les 12 derniers mois aux 4 coins de la France. Bon, rapidos, qui je suis pour me permettre de t'expliquer tout ça. Je m'appelle Camille, 27 ans à l'heure actuelle, je fais un peu une petite présentation. Ça fait 4 ans du coup que je fais du Airbnb. J'ai acheté cette première maison en 2021, qui a été mon tout premier investissement, qui a été clairement le déclic pour moi. Cette maison à l'heure actuelle, elle ressemble à ça. C'est un projet au global qui m'a coûté 250 000 €. Okay. Sur l'année 2024, cette maison, elle a généré plus de 90 000 € de revenus, ce qui est énorme. Ensuite, j'ai enchaîné avec un second projet, donc un appartement, là cette fois-ci beaucoup plus petit. Quand je l'ai acheté, il ressemblait à ça. Maintenant, il ressemble à ça. Et sur l'année 2024, cet appartement, il a généré plus de 60 000 € de revenus. Et enfin, pour ceux qui suivent la chaîne, qui sont abonnés, alors si c'est pas le cas, n'hésite pas à le faire. J'ai acheté une grange il y a, je sais pas, le temps est passé tellement vite, mais il y a maintenant 1 an, je pense. On a prévu de faire 2 Airbnb de dingue. C'est le projet, je pense, qui sera le plus abouti. J'espère le plus rentable, j'en doute pas. Il y a un peu plus d'1 an maintenant, j'ai pris la décision de documenter ça sur Internet, d'accompagner des gens. Alors d'abord en Ile-de-France et puis maintenant un petit peu partout en France. On a des super réussites clients. Moi, mon objectif, il est simple, c'est quand je démarre avec une personne, c'est qu'on ait le logement Airbnb le plus rentable du secteur. C'est vraiment l'objectif qu'on s'est fixé. Mon but à travers cet accompagnement, à travers ce que je fais sur Internet, c'est déjà dans un premier temps de partager ma méthode. Et dans les villes dans lesquelles on s'implante, on a envie d'avoir les Airbnb tout simplement les plus rentables. À l'heure actuelle, on a des projets de clients qui sont déjà finis, qui sont extraordinaires. J'essaie de vous les documenter sur YouTube. On a d'autres qui sont à l'étape de plan, et on a d'autres qui sont en travaux, qui verront le jour d'ici les prochains mois. Rapidement, quelque chose que je veux te dire, c'est très important. Mets-toi en tête tout au long de cette vidéo que moi, j'en ai rien à foutre de te vendre quelque chose. Ok, bien sûr que je vends une académie, bien sûr que j'accompagne des personnes, tu vois, je te le dis et je m'en cache pas, mais je veux pas que tout au long de la vidéo, tu te dises, il y a un coin de ta tête qui se dise, ouais, ok, c'est cool ce qu'il est en train de me raconter, mais en fait, sur quoi ça va finir? Qu'est-ce qu'il a à me vendre? C'est la même logique, hein. Quand j'ai des gens au téléphone, pareil, avant je prenais les gens, les appels de candidature, les gens qui voulaient rejoindre l'académie, et je leur disais clairement, tu vois, j'en ai rien à foutre de te vendre mon programme. Si tu es conscient de la valeur et que ça peut t'aider et que tu es motivé, que tu es déterminé, bah let's go, trop bien. Moi, j'estime que mon programme, à l'heure actuelle, parce que je sais ce qui se fait sur le marché, c'est le plus complet dans mon domaine d'activité et c'est aussi et surtout le plus accessible, tu vois. Donc, comme je t'ai dit, c'est ce que je dis aux gens par téléphone, c'est ce que je dis aux gens aussi qui m'envoient des DM sur Insta. Alors, si tu as des questions, n'hésite pas. Moi, mon rôle, c'est pas de vendre quelque chose à qui que ce soit. Moi, je te partage mon expertise, mon savoir-faire. J'essaye aussi de pouvoir t'inspirer. Mais déjà, si tu es attentif à cette vidéo, je te garantis que là, pendant les 30 prochaines minutes, je dirais, c'est de la valeur pure. Bon, avant de rentrer dans le concret et démarrer les 3 étapes, déjà, je pense savoir ce qui se passe dans ta tête. Tu te dis peut-être, bon, Camille, là, tu montes le projet de Quentin, ça a l'air top, Vincent et je sais pas qui. Toi, tes projets aussi, ils ont l'air top. Mais là, tu me parles de location courte durée. Moi, je bosse 35, 40, voire même plus de 50 heures par semaine. Comment tu penses que je vais avoir le temps de faire tout ça? Laisse-moi te dire une chose, je sais que beaucoup de gens pensent qu'investir dans l'immobilier, et d'autant plus en location courte durée, c'est limite comme si ça allait leur créer un second job. Et je vais te dire quelque chose d'assez ironique, je vais pas que te le dire d'ailleurs, je vais essayer de te le prouver dans cette vidéo, c'est que si tu fais bien les choses, si tu investis dans ce que j'appelle l'immobilier 2.0, non seulement ça va pas te créer un deuxième job, mais par contre ça va même pouvoir te remplacer ton job actuel. Et clairement, c'est cette fausse croyance, ce manque d'information, je dirais, qui fait qu'il y a plein de gens qui sont en mesure d'investir dans l'immobilier, mais ils le font pas. Et je sais ce que c'est de rentrer du travail, 18h, 19h, 20h, t'es fatigué, tout est fait dans ce système pour te prendre ton énergie. Et en plus de ça, quand tu te renseignes, il y a trop d'infos sur Internet. Lui va te dire que sa méthode, c'est la meilleure. L'autre va te dire que c'est l'achat-revente, etc. Je sais, crois-moi, je suis passé par là. Moi, j'y suis arrivé, tu vois, pas avec 15 Airbnb, avec 2 logements à l'heure actuelle qui tournent. Je vais te montrer aussi d'autres projets. C'est le but de cette vidéo, de voir des études de cas ensemble pour te prouver encore une fois que c'est clairement pas impossible et que ta situation actuelle, on est tous passés par là. Bon, tu m'excuses, je fais des ponts un petit peu entre l'ordi. On va sauter entre l'ordi et la caméra qui est juste ici. On va commencer directement avec le premier point qui va être de choisir le bon mode d'exploitation. Et je vais te montrer que quand tu veux démarrer dans l'immobilier, en fonction du mode d'exploitation que tu vas choisir, les résultats que tu vas potentiellement obtenir vont être complètement différents. Du coup, on bascule sur mon ordi. Là, tu vois, encore une fois, tu sais que j'aime bien te montrer du concret. Là, on est sur le plan de financement que j'ai eu pour la première maison. Donc tu vois, on est sur un montant global de projet à 252 628. Sur ça, j'ai mis 14 000 € d'apport. La banque m'a prêté, que je te dise pas de bêtises, 238 628 €. Ok, on est sur un crédit sur 25 ans. Achat de la maison à 140 000 €, 96 940 € de travaux. Ok, je vais te défiler quelques slides, c'est la maison après.
Ça, c'est la toute première réservation que j'ai eue. Incroyable, souvenir de dingue. Et je te souhaite de passer par là quand tu recevras ta première résa. 800 € 4 nuits, donc 200 € pour x4 nuits. Frais de plateforme déduits, on était à 680 €. Et je vais te montrer, ça va corroborer ce que je vais te dire juste après. Sur cette maison-là, j'ai 976 € de crédit. Pour te mettre en rapport, une location 4 nuits, 680 €. Pourquoi je te dis ça? C'est que cet investissement, en fait, il aurait pu être complètement différent. Là, tu vois, j'ai mis 96 000 € de travaux. Bien sûr que c'est un budget, bien sûr que c'est conséquent, mais je n'ai pas pris cet argent-là juste pour faire quelque chose de joli. Okay, j'ai pensé à le dépenser intelligemment. Je voudrais te comparer rapidement, tu vois, en location courte durée, donc le prix d'achat aurait été le même, les travaux auraient été un petit peu, forcément, un petit peu inférieurs, parce que je n'aurais pas mis un bassin, je n'aurais pas eu le même niveau de détail, pas les mêmes équipements. Sur cette maison-là, grosso modo, avec l'emplacement, j'aurais pu la louer en longue durée, allez, 1 200 € à tout casser, j'aurais eu un cash flow net de 300 € par mois à tout casser. Bon, je t'ai mis zéro impact sur ma vie, parce que moi, je ne suis pas de ceux qui vont te dire qu'avec 300 € par mois de cash flow, tu vas devenir libre financièrement. C'est pas le thème d'ici. La location courte durée, si j'aurais fait un petit peu comme tout le monde, tu vois, sur une maison, elle fait 56 mètres carrés, donc j'aurais pu la louer, allez, avec une belle petite déco, peut-être 80 € la nuit, tu vois. Après avoir payé mes équipes de ménage et tous les frais dont on va parler après, que tu dois connaître si tu fais déjà de la courte durée, il me resterait 750 € par mois. Et là, comme je te disais, tu vois, stratégie complètement différente. Alors oui, bien sûr, j'ai investi plus de travaux. Je ne vais pas te mentir en te disant que ça me coûte la même chose. Pas du tout. Là, tu peux le voir ici, j'ai fait un bassin, rétroprojecteur, suite parentale, etc. Donc tu vois, au lieu de suivre les conseils classiques, et je peux te garantir, moi, quand je parlais de ce projet-là à l'époque, même des gens qui faisaient de la courte durée, ils me disaient « mais non, on ne va pas mettre ces équipements-là, etc. Il n'y a personne qui va venir dans ta maison. » Bon, au final, j'ai développé de l'allocation à l'heure, j'ai explosé les compteurs avec les ventes additionnelles, on en parlera après. J'ai créé une expérience premium qui me permet d'avoir des tarifs premium, des clients premium et avoir de la marge, donc pouvoir déléguer. Ça aussi, on en parlera après. Donc tu vois, même opération, même bien, mais des résultats complètement différents. Et le pire dans tout ça, c'est que toutes les étapes qui prennent du temps dans l'immobilier, c'est lesquelles? C'est la recherche de biens, c'est le financement, ça c'est des délais incompressibles, toutes les démarches administratives, tout ce qui va être travaux. Alors oui, là sur des opérations comme ça, les travaux seront un peu plus longs que si j'avais fait de la longue durée meublée. Mais la toiture, l'isolation, etc., dans tous les cas, j'aurais dû le faire, tu vois. Donc quasiment le même temps, le même énergie fournie, mais des résultats qui n'ont rien à voir, puisque là, on arrive sur 4 à 5 000 € de cash flow mensuel sur cette maison, contre 300 € encore, à tout casser si j'aurais fait de la location traditionnelle classique. Et c'est exactement la même logique pour Vincent, par exemple. Regarde, je te montre sa maison, avant à quoi elle ressemblait, donc maison de ville classique, 50 mètres carrés, je vais couper le son, donc rien de folichon, tu vois, maison classique, lui, il n'avait pas la toiture à refaire. Voilà, maintenant sa maison, bon, elle ressemble à ça, donc tu vois bien qu'il a utilisé une stratégie qui est quand même différente. Okay, si c'était pour faire de la courte durée, ne serait-ce que classique ou de la longue durée, on n'aurait pas fait ça, forcément. Là, on a le minibar, on a tout. Sandra, une autre cliente qu'on a accompagnée, c'est pareil, tu vois, appartement classique, ok. Si tu es déjà investisseur, hop, on va couper le son, tu as déjà dû voir passer ce genre d'annonce, tu vois, annonce classique, il faut tout refaire. Son appartement, il ressemble maintenant à ça. Donc, tu vas penser aménager pour ce que j'appelle l'immobilier 2.0. On en parlera plus en profondeur tout à l'heure. Et voilà, un appartement de standing qui fait passer un séjour unique, tu vois, à ces voyageurs. Elle voulait, dans l'idée, partir sur quelque chose de beaucoup plus sobre. C'est pour ça qu'on est parti sur ça. La question clé ici que tu dois te poser, c'est en fait, pourquoi tu veux investir dans l'immobilier? Si à l'heure actuelle, tu as déjà un taf, tu es salarié, tu kiffes ce que tu fais, tu es bien payé, j'ai envie de te dire, pourquoi tu vas aller te déranger à vouloir créer des sources de revenus passifs comme celle-ci? Non, fais de l'immobilier plus classique, plus patrimonial, c'est très bien. Par contre, si aujourd'hui tu as un taf, peut-être qu'il te fait chier ce taf-là en question, tu es fatigué et tu veux vraiment avoir une vraie source de revenus passifs, ok, je ne parle pas de 300 ou de 400 € par mois de cash flow, là je parle de 1000, 2000, 3000, 4000 et plus, alors là il va falloir que tu fasses forcément les choses différemment. Si on utilise les mêmes stratégies que tout le monde, si on fait les mêmes choses que tout le monde, forcément on aura les mêmes résultats que tout le monde. La différence fondamentale, et je pense que tu as pu le voir déjà avec les premiers logements que je t'ai montrés, c'est que nous, on vend une expérience, pas juste un logement. L'idée c'est de se placer sur une valeur perçue qui est haute. Pourquoi? Parce qu'une valeur perçue qui est haute, ça va te faire des clients qui sont prêts à te louer cher à la nuit. Des clients qui sont prêts à louer cher à la nuit, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est des clients différents, notamment qui consomment beaucoup plus, on le verra après sur les upsells. Toi, ça te laisse beaucoup plus de marge pour déléguer. Et donc, au final, tu auras vraiment une vraie liberté. Comme je le dis souvent, notre business, moi j'aime bien le voir comme un business, tu vois, c'est de l'immobilier en partie, certes, la recherche de biens, le financement, etc.
mais c'est aussi et surtout de l'hospitalité. Donc tu vois, le premier step, et ça c'est important, c'est pourquoi je veux démarrer. Moi, je ne suis pas là à te vendre du rêve, te dire que ça va te générer 1000, 2000, 3000 euros. Il y a des vraies stratégies à mettre en place. Tu vois, moi, je le vois vraiment comme un business. Mais par contre, quand c'est bien fait, ça va être autant passif, voire même plus passif que de la location longue durée. C'est fou ce que je te dis. Pourtant, quand on voit sur Internet, on se dit, ouais, la location courte durée, les entrées-sorties, les ménages, les trucs. Mais quand tu as de la marge, tu peux déléguer. Et quand c'est délégué, ça tourne sans toi. Et je peux te garantir, et tu dois le savoir, si tu fais déjà de la location longue durée meublée, quand tu as 100, 200 euros de cash flow par mois, que tu arrives à peine à rembourser ton crédit et que tu as un ballon d'eau chaude à changer, que tu as un locataire qui t'a dégradé ton appart, est-ce que c'est passif cette histoire? Non, c'est pas passif. Comme je t'ai dit au début de cette vidéo, mon but c'est vraiment de te donner un maximum de valeur rapidement, mais aussi d'être transparent. Ça c'est important. Je sais que ça peut manquer de nos jours sur Internet. Attention, moi je veux pas dire que l'immobilier 2.0, encore une fois, ça convient à tout le monde. Mais si ce que tu veux vraiment, c'est générer des revenus passifs, que tu es quelqu'un de déterminé, motivé, un petit peu ambitieux, un petit peu entrepreneur, alors c'est une méthode qui est dingue. Maintenant que ça c'est dit, on peut passer à l'étape suivante, l'étape de stratégie globale. Je pense que ça va être l'étape la plus condensée, parce que n'importe quel projet, si tu n'as pas une stratégie globale, j'insiste bien sur le mot global, ça peut devenir un cauchemar. Là, ce second point donc, de stratégie globale, je l'ai découpé en 3 sous-parties pour que ce soit plus simple, on va dire, à la compréhension. La première sous-partie, c'est d'avoir un plan d'action qui est adapté à toi. Okay, on a tous des situations différentes. Dans ce plan d'action-là, la toute première étape, ça va être de définir ton budget global. Okay, est-ce que toi, tu es prêt à investir 150 000, 200 000, 250 000, 500 000, etc. Le budget global, c'est très simple. Tu définis ta capacité d'emprunt, avec la banque ou avec un courtier, et l'apport que tu es prêt à fournir. Tout ça, ça va représenter ton budget global. Si on n'a pas de budget, c'est impossible d'établir une stratégie. Moi, j'ai des gens qui m'appellent, ils me disent « Camille, j'ai vu ton projet avec bassin, etc. Tu as dit que les bassins, c'était super. » Oui, effectivement, c'est bien, mais c'est quoi ton budget? Si tu as 100 000 euros de budget, non, on va partir sur une stratégie différente. Donc, tout part vraiment du budget. Ensuite, quel est l'objectif de prix à la nuit, de revenu mensuel que tu dois te fixer par rapport au budget global que tu as déterminé juste avant? Pour ça, un outil très simple, je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne, je vais le reprendre ici. Là, on a 150 000 euros, budget global, 15% de renta, c'est ce qu'il faut viser avant impôt. Donc bénéfice avant impôt, parce que l'imposition, on ne peut pas le calculer, je ne peux pas faire quelque chose de générique, on en reparlera juste après. Là, typiquement, je vois que je dois me fixer un objectif de revenu mensuel de 1 875 euros. Je vais passer toutes les infos. Avec un taux d'occupation de 80%, ça fait que les clients doivent être en mesure de me payer 150 euros la nuit. Pourquoi je te dis ça dès maintenant? J'ai 150 000 de budget, c'est ce que je vais investir avec mon apport. Mes clients doivent me payer 150 euros la nuit avec un taux d'occupation de 80%. Ça te permet déjà d'y voir beaucoup plus clair. Et là, avant même d'avoir démarré tes visites ou quoi que ce soit, quand tu vas visiter par exemple un bien, tu auras toujours en tête 150 euros la nuit. Tu auras déjà étudié ton marché pour voir ce qui se propose en termes de prix à la nuit. Donc, ça va te donner des idées tout de suite. Quand tu vas visiter, tu vas voir les alentours, la rue, comment elle est fréquentée, les espaces communs, comment ils sont entretenus, etc. Ça va te permettre de pouvoir savoir si ton projet est cohérent par rapport à ton budget global. Ensuite, toujours dans ton plan d'action, ça va être quelle ville je choisis, quel emplacement, comment fonctionnent les réglementations par rapport à la location courte durée. Tout ça, il faut que tu saches. Moi, ce que je peux te partager, c'est que pour l'emplacement, souvent, je dis il faut que l'expérience soit dans ton logement, de par tes équipements, l'aménagement, il faut que ce soit instagrammable. Il faut que les gens aient envie de venir vraiment que pour ton logement, pour passer une expérience chez toi. Mais il faut aussi, si possible, qu'il y ait un extérieur aux alentours de ton logement. Disneyland Paris, des aéroports. Je prends l'exemple de Lourdes, j'en ai parlé déjà sur la chaîne parce que j'ai un client que j'accompagne là-bas. Je crois que c'est 3 ou 4 millions de pèlerins chaque année, donc c'est énorme. Voilà, il faut qu'il y ait un secteur, un centre aux alentours de ton logement qui draine, qui attire naturellement des voyageurs. Donc si l'expérience elle est chez toi, plus en dehors de chez toi, magnifique. Ce que je peux te garantir, c'est qu'à moins d'une heure de chez toi, tu trouveras toujours un emplacement rentable. Encore une fois, partout où tu es en France, que tu sois à Troyes, à Rouen, à Lille, à Nice, en Auvergne ou je ne sais où, à moins d'une heure de chez toi, tu as toujours un emplacement qui est intéressant. Là, tu vois un prompt moi, que je partage à mes élèves, très simple sur ChatGPT, tu vois, on lui envoie ça. Donc moi j'habite là, en gros tu mets ta ville, je veux lancer une activité, liste-moi les villes dans un rayon de 60 minutes en voiture. Là, il va te les trier par attractivité. Je veux que tu me mettes les sites touristiques, les parcs de loisirs, les zones économiques. Je veux que tu m'analyses aussi la concurrence, les hôtels, c'est quoi les prix qu'ils pratiquent, quels sont les hôtels, les taux d'occupation moyens estimés. Alors, tu dois le savoir si tu utilises ChatGPT, c'est pas magique non plus. Tu n'as pas toutes les ressources, il va pouvoir te retrouver les ressources qui sont disponibles sur Internet. Typiquement, le taux d'occupation moyen estimé. Il y a des fois des rapports, il y a des fois des ressources disponibles. C'est pour ça qu'on l'a mis. Opportunité de positionnement. Quelle est l'offre et la demande en fait? Sur quoi je dois me placer? Est-ce que c'est du 8 voyageurs? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui est manquant? Et également, une fois qu'il t'a listé les villes, qu'on ait un prix au mètre carré qui nous intéresse, le prix au mètre carré moyen, réglementation en location courte durée. Bon, ça encore une fois, c'est quand c'est des infos qui sont disponibles. Voilà, des outils très simples qui vont te permettre de pouvoir savoir encore une fois quelque chose qui est adapté à toi, parce qu'on n'habite pas tous au même endroit, tu vois.
Mais comment je trouve un emplacement qui est rentable pour mon activité, pour l'immobilier 2.0? Dernière étape là, de ton plan d'action, tu vois, on est encore dans la première sous-partie de la deuxième partie. Je ne sais pas si tu suis, ça fait beaucoup de parties, sous-parties. Enfin bref, tu as déterminé ton budget global, tu sais dans quelle ville tu vas investir, tu as compris comment fonctionnent les réglementations de la location courte durée, ok, changement d'usage, etc. On a déjà fait des vidéos sur la chaîne sur ça. Donc là déjà, tu as déjà un projet qui commence vraiment à prendre forme dans ta tête, mais c'est pas fini. La dernière étape de ce plan d'action-là, ça va être quel type de bien en fait je vais lancer. Est-ce que je fais un appartement? Est-ce que je fais de l'atypique? Est-ce que je prends un local commercial avec un sous-sol? Est-ce que je prends une maison de ville? Pour ça, moi, ce que j'invite très souvent mes clients à faire, en tout cas dans l'académie, c'est ce que je partage. Et là, pour te rendre compte, on est avant d'avoir démarré la recherche de biens. Tu vois, donc les gens pensent qu'il faut comme ça démarrer la recherche de biens. Ok, je trouvais ce logement, je vais faire un Airbnb. Non, ça marche pas comme ça. Comme je t'ai dit, si on veut avoir des résultats différents, et nos chiffres, ils sont extraordinaires parce qu'on a une méthode, encore une fois, qui est complètement différente. Bon, ça, j'avais pas prévu de te le montrer, mais au final, bon, je me suis dit, je leur ai dit que j'allais être concret, donc autant l'être jusqu'au bout. Ce que je te dis, c'est que moi, je conseille toujours de faire 2 listes. Une première liste vraiment d'inspiration. Donc là, tu vas regarder les villes qui te plaisent. Tu vois, Amérique du Sud, il y a des projets qui sont extraordinaires. Dubaï, il y a des super projets. Au Maroc, il y a des très beaux projets. Allez, je vais mettre Maroc. Hop, tu vas te mettre en flexible. Hop, tu mets le nombre de voyageurs que tu veux. 2 voyageurs, si tu mets 2 voyageurs, au moins ça te fait ressortir tous les logements. Alors que si tu mets 4, peut-être qu'il y a des logements 2 voyageurs qui sont super beaux, tu vas passer. Tu peux mettre les fils que tu veux. Moi, je te conseille, alors jacuzzi, piscine, parce que moi, je sais que dans mes logements, je mettrai toujours un bassin qui fera les 2. Tu peux mettre le fil coup de cœur voyageur. Tu peux mettre le prix à la nuit aussi pour pouvoir avoir directement les logements de standing. Bon, d'abord, tu vas regarder l'annonce. OK, si elle te plaît, hop, tu vas tout simplement créer une liste d'inspiration. OK, ça va te permettre, encore une fois, d'avoir un projet qui soit le plus abouti déjà dans ta tête avant de le matérialiser concrètement. Déjà que toi, tu saches ce que tu veux, tu récupères des inspirations, des idées. Donc ça, c'est une première liste que je t'invite à faire avant même de démarrer toute chose. Une liste, je dirais, inspiration. La deuxième liste maintenant, tu vois, là, je vais mettre Marseille. Imaginons que moi, demain, je vais investir à Marseille. Ok. Là, cette deuxième liste, elle va être plus dédiée à analyser la concurrence. Ok. Donc là, je vais récupérer, moi, je mets toujours les mêmes filtres. Là, il manque le filtre coup de cœur voyageur. Hop, on peut le mettre. Tac, j'ai 102 logements à Marseille. Proche Marseille en tout cas sur la carte. Ok, moi je vais analyser maintenant la concurrence. Donc ça c'est plus une liste analyse de concurrence. Je prends les logements 2.0 entre guillemets et je peux te garantir qu'il n'y en a pas beaucoup. Et là ce que tu sais là tous ces propriétaires là ils sont passés à l'action avec bien moins que ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des projets. Bon c'est pas le but, je vais pas critiquer, mais en tout cas, cette liste-là, tu vas ouvrir. Bien évidemment, les logements qui se rapprochent encore une fois de nous, ce qu'on fait. OK. Et là, pareil, tu vas créer une liste plus concurrence et ça va te permettre d'analyser tout simplement leur calendrier, faire entre guillemets une étude de marché et savoir, moi je sais que par exemple pour cette proposition de valeur-là, okay, donc j'ai une vue, j'ai une piscine, je vois qu'ils proposent soirée cinéma, donc typiquement un espace cinéma, je sais qu'à 485 € la nuit pour ces dates, ce nombre de voyageurs-là, cette proposition de valeur-là, j'ai de la demande et visiblement des gens qui sont satisfaits puisque je vois 5 sur 5. Donc tu vois, déjà en ayant fait tout ça, avant même de démarrer ta recherche de biens, imagine comment tu démarres. Tu démarres avec énormément de clarté. Tu as des idées par rapport à ton futur logement, tu as déterminé ta ville, ok, ton emplacement, tu es sûr, tu as vu la concurrence, tu sais ce qui se fait, tu connais leur calendrier, tu sais que pour telle proposition de valeur, à ce prix-là, ça part, il y a de la demande, les gens sont satisfaits. Là, tu vas pouvoir démarrer ta recherche de biens tranquillement. Là, on va arriver dans la deuxième sous-partie qui va être l'étape de budgétisation. Étape super importante. Donc là, tu as démarré ta recherche de biens, tu as trouvé un bien qui te plaît, tu as fait une offre, elle est acceptée. Maintenant, il va falloir que tu budgétises ton projet pour aller voir les banques et demander le bon montant dans le crédit travaux. Okay. Pour ça, il y a 3 postes à chiffrer. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le décompose. Premièrement, la partie travaux. Deuxièmement, la partie aménagement, équipement, décoration. Et troisièmement, les indispensables. Ce que j'appelle indispensables, c'est les draps, les serviettes, le mini-bar, peignoir, chaussons, produits de douche, tout ça. Ça peut être négligé, c'est négligé d'ailleurs par 95% des gens qui se retrouvent à court d'argent et qui doivent lancer leur appartement ou leur maison en courte durée sans tous ces petits détails et qui ont une importance fondamentale. Encore une fois, on est là pour faire vivre une expérience. Ça, cette étape de budgétisation-là, c'est clairement ce qui fait la différence entre quelqu'un qui est débutant, qui avance un peu seul et quelqu'un qui le fait de manière professionnelle. Moi, cette étape-là, je ne la fais pas tout seul. Je me fais assister par ma décoratrice. Les clients aussi dans l'académie ont accès à ma décoratrice. Le but, c'est que oui, elle me fasse des plans, que ça soit joli, etc. Mais aussi et surtout qu'elle m'aide sur cette partie shopping list, cette partie budgétisation. Autre élément super important dans cette étape de budgétisation, ça va être le différé. Okay. Imagine un projet qui est bien packagé, bien budgétisé. Tu finis tes travaux en 4 mois. Tu as 3 ans de différé. Imagine l'argent que tu vas pouvoir mettre de côté. Alors, soit mettre de côté pour pouvoir réinvestir, soit aussi tu peux l'utiliser. Enfin bref, ça tu fais ce que tu veux. Mais le différé, c'est vraiment un outil qui est surpuissant. Déjà, l'effet de levier dans l'immobilier, il est extraordinaire. Si c'est couplé avec un différé et toi, tu as fait les choses de manière professionnelle, tu as bien budgétisé ton projet,
extraordinaire. Il faut savoir qu'un projet avec un bon financement, un projet bien financé, 80% du boulot, il est fait. Pourquoi? Parce que tu as pris un montant qui est suffisant. Moi, je conseille toujours de prendre au minimum 10-20% en plus dans ton crédit travaux. Dans ton crédit travaux, tu as inclus aussi tes équipements, tu as bien fait le travail, ok. Donc en termes de fonds propres, tu n'auras pas grand-chose à sortir. Ça te permettra d'avoir des bons artisans pour travailler, avoir une personne qui va pouvoir t'assister pour les plans, peut-être potentiellement pour le suivi de chantier. Ça va te permettre de travailler aussi avec des bons matériaux. Ça, tu verras peut-être pas la différence au départ, mais je peux te garantir qu'en 1 an, 2 ans, tu verras avec le nombre de passages que tu auras dans tes logements. Si tu as choisi des bons matériaux, il y aura une différence énorme qui va se créer avec tes concurrents. Encore une fois, ça paraît logique, mais si tu veux avoir des clients premium et pratiquer des prix à la nuit qui sont premium, bah toi aussi, tu dois travailler avec des artisans, avec des matériaux qui sont premium. Ça paraît logique. La troisième sous-partie de ton plan d'action, ça va être la structuration de ton projet, ok, notamment fiscale. Est-ce que j'achète en nom propre ou est-ce que j'achète en société? Ça va avoir un impact sur ta fiscalité, mais aussi sur ton financement. Là, il n'y a pas de secret. Une fois que tu as trouvé un bien qui t'intéresse, tu as signé l'offre, ok, elle est acceptée, tu as une date de signature de compromis. Moi, ce que je conseille aux membres de l'académie, c'est de prendre rendez-vous avec mon expert comptable, soit le mien ou n'importe lequel. Mais c'est important d'avoir au moins un expert comptable qui comprend notre activité, ok? Parce que ce n'est pas du tout de l'immobilier traditionnel. Il y a beaucoup de flux, il y a beaucoup d'entrées, il y a beaucoup de sorties, donc c'est différent. À ce moment-là, donc juste avant le compromis, ou alors tu peux signer le compromis mais avec une clause de substitution, tu fais un point, tu fais différentes projections tout simplement avec ton expert comptable pour voir quel statut est le mieux pour toi. Moi, j'ai démarré en nom propre. Il y a plein de gens que j'accompagne qui sont en nom propre. Il y en a d'autres qui sont en SAS. Il y en a d'autres qui sont en SCI avec des sociétés d'exploitation. Il y a plein de possibilités. C'est pas ça qui doit te freiner. Ce qui te freine en réalité, c'est pas la fiscalité, c'est le manque de clarté que tu as. Donc là, les 2 conseils que je peux te donner vraiment, c'est les meilleurs conseils. Je peux pas te dire mieux que ça. Premièrement, tu te formes parce que même si tu as beau avoir le meilleur expert comptable qui comprend notre activité, si tu ne te formes pas, en fait, tu ne sais pas. Tu ne sais pas si tu as un escroc, je ne veux pas dire que les experts comptables sont des escrocs, mais tu ne sais pas si tu as un vendeur de tapis en face de toi ou si tu as un mec compétent. Puisque toi, tu n'as pas le langage, tu ne sais pas de quoi on parle. Donc, premièrement, il faut que tu te formes un minimum à la fiscalité en France. Si tu es en France, dans un autre pays, tu te formes à la fiscalité dans le pays en question. Et deuxièmement, que tu travailles avec un professionnel, parce que toi, ton but en tant qu'investisseur, c'est pas de faire de la compta, clairement pas. Tu vois, ils ont fait je ne sais pas combien d'années d'études pour faire ça. Donc, premièrement, tu te formes. Deuxièmement, tu travailles avec un expert comptable compétent qui comprend notre activité. Je vais te faire apparaître à l'écran. Ça me tient à cœur que je te montre encore une fois que c'est possible. Le message vocal que j'ai reçu d'un client qui est membre de l'académie, il n'a jamais investi dans l'immobilier. Regarde ce qu'il a pu obtenir comme condition auprès de sa banque. En total, du coup, on sera sur une opération à 237 000 €, donc avec un taux à 3,37 et 4 ans de différé partiel. Donc, tu vois, 4 ans de différé partiel où il va payer à peu près, je crois, 500 € de mensualité de mémoire. Imagine, lui, son projet, encore une fois, il est bien packagé, tu vois, dans son crédit travaux, il a bien préparé quasiment tous les coûts qu'il va avoir. Donc dans les travaux, ce que je t'ai dit, les indispensables, aménagement, décoration, imagine le cash flow qu'il va pouvoir et l'argent qu'il va pouvoir mettre de côté durant cette période. C'est gigantesque. Et c'est pareil pour Quentin que je t'ai montré au début de cette vidéo. Lui, il n'y connaissait rien non plus à l'immobilier. Ça peut paraître fou ce que je te dis, mais c'est la vérité. Pourtant, tu vois son projet, tu te dis, putain, ça doit être un investisseur expérimenté. Pas du tout, il était salarié, il bossait comme tout le monde, tu vois. C'était son premier investissement. Et par contre, là où il a été malin, c'est qu'il a trouvé quelqu'un qui avait déjà les résultats. Bon, en l'occurrence, moi, encore une fois, ce n'est pas pour me jeter des fleurs. Je te dis juste ce qui s'est passé. Premièrement, il a défini son budget, ok, la même chose que ce que je t'ai dit juste avant. Ensuite, grâce à son budget, il a vu qu'à moins d'1 heure de chez lui, il pouvait se permettre d'avoir une petite maison parce qu'il ne voulait pas être en copropriété. Donc, il a défini son emplacement, il a trouvé sa maison, une petite maison à rénover intégralement. Je crois qu'à l'époque, c'était 110 000 et quelques euros. Ensuite, une fois qu'il a trouvé la maison, il a fait appel à mes décorateurs pour vraiment, je dirais, un package complet. Donc déjà, la réalisation des plans, le chiffrage. Donc, ils l'ont aidé à chiffrer l'intégralité du budget, que ce soit les travaux, comme je te dis, l'aménagement, la déco, les indispensables. Ça lui a permis d'avoir une demande de financement qui soit quasiment parfaite. Mes décorateurs l'ont mis en relation avec les artisans. Ils ont plusieurs équipes d'artisans avec qui ils bossent. Ils lui ont même assuré le suivi de chantier. Il a pris rendez-vous après avec mon expert comptable pour voir ce qui serait le plus adapté à lui. Et son chantier était terminé en 4 mois. Donc tu vois, encore une fois, les étapes dont je te parle, c'est les mêmes pour tout le monde. Bon, là, je t'ai présenté quelques étapes dans cette vidéo. En réalité, voilà moi ce que je partage au sein de l'académie. Bon, il y en a 27. 27 étapes, là vraiment, c'est décomposer vraiment toutes les étapes par lesquelles tu vas passer. Tu vas anticiper ta demande de financement, comprendre le business model, quel projet je peux financer en fonction de ma situation, définir les objectifs réalistes, ça on en a parlé, choisis ton projet. Bon voilà, là c'est vraiment rentrer dans le détail, mais si je commence à faire une vidéo comme ça sur YouTube, je pense que je vais perdre tout le monde. Comme je dis, on me dit souvent, mais Camille, pourquoi tu vends des formations s'il y a tout qui est accessible sur YouTube? Peut-être qu'il y a tout qui est accessible sur YouTube. Bon, déjà, c'est pas sûr, mais imagine, toi, tu vas arriver dans ton projet, tu vas regarder une vidéo qui va te parler de la fiscalité, ok, étape 16. Ensuite, tu vas regarder une vidéo qui va te parler des différents types de projets rentables en Airbnb. Je dis ça parce que c'est la dernière vidéo de ma chaîne, ok, étape 7. Toi, tu es là, en fait, tu arrives, tu récupères des infos un peu partout, mais elle est où la clarté, en fait, dans l'histoire?
Toi, ce qui te manque, ce qui empêche vraiment les gens, et je veux vraiment que tu entendes ça, de passer à l'action, c'est pas les compétences, c'est pas les informations. En fait, le plan d'action, c'est le même pour tout le monde. C'est le manque de clarté, c'est les doutes en fait qu'on a. C'est ça qui empêche les gens de passer vraiment à l'action. Bon, déjà arrivé à cette étape-là, on a déjà bien avancé. On a choisi le bon mode d'exploitation. Ok, je t'ai bien expliqué, en tout cas j'ai essayé d'être le plus clair possible pour te dire que c'est parfait pour tout le monde. Si tu veux avoir du petit cash flow ou du patrimonial sans dénigrer, hein, pas du tout, c'est déjà très bien de faire ça. Mais c'est un mode d'exploitation différent que je te conseille. Nous, c'est vraiment pour voir ça comme un business, créer une expérience et générer effectivement des revenus qui sont conséquents avec une stratégie bien particulière. Donc, on a parlé de ça et si tu es à ce stade de la vidéo, c'est que ça te parle. Deuxièmement, tu définis ta stratégie globale, ok, avec tous les points essentiels que je t'ai cité juste avant. Troisième étape maintenant, c'est comment je fais pour avoir une activité qui tourne sans moi, parce qu'il y a des entrées-sorties, il y a des ménages, il y a tout ça. Moi, j'ai déjà un job. Ok, le but, comme je t'ai dit juste avant, comme je te disais avec l'exemple de Quentin, c'est pas de te créer un deuxième job. Le but plutôt, c'est d'avoir des revenus passifs. Quand on revenu passif, il y a le mot passif. Okay. Le but, c'est d'avoir plus de liberté. Petite précision que je vais te faire ici, parce qu'on entend partout automatiser, déléguer, etc. Il y a un facteur quand même qu'il faut pas oublier. Moi, je t'ai dit que notre business n'était pas l'immobilier, c'était l'hospitalité. C'est bien de tout déléguer. Moi, j'ai quasiment tout qui est délégué. Je vais t'expliquer après comment. Mais il y a un facteur que tu dois garder toujours en tête, c'est est-ce que mes clients sont satisfaits de l'expérience que je leur propose? Est-ce que mes clients passent un bon séjour? Okay, c'est quand même important quand tu vas déléguer, même quand tu vas choisir des prestataires, okay, de ménage, etc. Pense toujours, mets toujours tes clients au centre de tout. Parce que tu as beau déléguer, tout automatiser, etc. Si tes clients, ils n'apprécient pas leur séjour, l'expérience que tu leur fais vivre, okay, ils te mettent des mauvais commentaires, etc., ton activité, elle va faire ça. Donc ça, c'est quand même important de le garder en tête. Ce qu'il faut que tu comprennes dans cette troisième clé, je dirais, c'est que la location courte durée traditionnelle, c'est complètement différent de notre business model. Comme je te l'ai dit juste avant, on loue à des prix plus chers, on a plus de marge. Okay. Moi, si je te prends un exemple sur ma maison, ça fait 3 ans depuis que j'ai démarré que je travaillais avec la même société de ménage, tu vois. Alors que si j'étais sur de la location courte durée classique, où j'aurais loué cette maison peut-être 60, 70, 80 euros la nuit, ça aurait été compliqué. J'aurais dû sous-payer cette équipe de ménage, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Là, je les paye bien, j'ai une super relation avec eux. Eux, ils ont entre 20 et 25 passages dans le mois, c'est-à-dire que pour eux, je suis un excellent client. Donc, tu vois, c'est vraiment deux choses qui sont complètement différentes. Moi, je parle avec des patrons de conciergerie, je parle des gens qui font de la sous-location. C'est un business model complètement différent. Il y a beaucoup plus de turnover, notamment dans les équipes de ménage. Et tu verras quand tu as délégué notamment le ménage, tu as 80% de l'activité qui est quasiment déléguée. Également, c'est un business model qui est flexible. On va le voir juste après avec l'exemple de Quentin, avec mon exemple. Il y a des choses que tu peux déléguer, il y a des choses que tu peux toi-même gérer. C'est vraiment flexible. Tu vois, j'ai fait plein de vidéos sur ma chaîne aussi. J'essaie de documenter encore une fois, que ce soit moi, mes logements, mon expérience, mais aussi les clients, que tu puisses voir que c'est concret. Je vais te faire apparaître quelques vidéos de clients pour que tu puisses voir. Tu vois, par exemple, Quentin, lui, ça lui prend entre 30 minutes et 1 heure par jour. C'est lui qui répond lui-même à ses clients en texto, enfin par message sur les plateformes ou au téléphone quand il l'appelle. Et c'est lui également qui gère ses prix. On va dire dans une journée, ça me prend au maximum 1 heure. Quand il y a des choses à gérer, parfois c'est 3 minutes, parfois c'est rien du tout. Et on va dire en moyenne, je pense que ça doit être entre 30 minutes et 1 heure par jour. Tout le reste, en l'occurrence, le ménage, c'est délégué. J'ai eu un autre client que j'ai pu filmer également son projet, j'ai pu le filmer sur la chaîne. Lui, tu vois, c'est lui qui passe lui-même faire le ménage, il répond à ses clients. Bon, forcément, ça lui laisse une marge beaucoup plus confortable. Ton service client, c'est toi aussi? Au téléphone, ouais. Ouais. Ça te prend à peu près combien de temps? T'arriveras à quantifier? Pas tant que ça, hein, parce que je le fais, mais je fais pas que ça. Le temps que, Mais il n'y a pas grand-chose. Ouais, Je téléphone un peu des fois pour vendre, ça marche toujours mieux. Des fois rien, des fois 10 minutes. Après le ménage, moi, ça me prend pas longtemps, hein. 1 heure peut-être. Je crois que lui, de mémoire, il est quasiment à 3 500 € de marge par mois sur un appartement qui fait 40 mètres carrés. Donc énorme. Et le dernier exemple, Vincent, lui, il a carrément quitté son job. Hein. C'était sa volonté. Donc, il s'occupe à plein temps. Enfin, à plein temps. C'est dingue ce que je te dis, mais ça représente... lui, il fait le ménage lui-même. Donc, allez, 2 heures par jour, tu vois. 2 heures par jour pour gagner plus que ce qu'il gagnait avec son taf. Avant, il travaillait dans le bâtiment. Il se levait à 5-6 heures du matin et il devait rentrer à 18-19 heures, tu vois. C'est quand même dingue. Ouais, t'organises comment tes journées? Tu te réveilles le matin? Je me réveille à l'heure que je veux. Ouais, c'est fou, hein. Après, vers 11h, midi, ça dépend du départ des gens. J'arrive ici, j'en ai pour 3 heures de ménage. 3 heures ou plus, ouais. Ça dépend si le jacuzzi, il faut un gros entretien ou pas. Ok. Bon, Vincent, faut savoir que maintenant je commence à te connaître. T'es très pointu, donc ouais. Ouais, un peu trop même. Ouais. C'est pour ça que je prends autant de temps. Ouais, c'est bien. C'est ça qui est fou avec ce business model-là, c'est que même si tu gères toi-même, peut-être tu ouvres une auto-entreprise, tu t'auto-factures à toi-même le ménage, pourquoi pas, il y a plein de gens qui font ça. En fait, ça va te demander 2-3 heures de taf, quoi. Il n'y a pas de patron, il n'y a personne qui vient te donner des ordres, c'est tu rentres, tu es chez toi, tu fais ton ménage, tu fais les préparations, tu mets en place les upsells pour tes clients, etc. Pourquoi pas? Encore une fois, je t'ai dit, c'est un business model, tu le gères un peu comme tu as envie de le gérer. Moi, pour te donner mon exemple, à l'heure actuelle, qu'est-ce que je gère? Alors, je vais de temps en temps dans mes logements, je dirais 1 fois par mois à peu près. Surtout, ce que je vais surveiller, c'est la qualité du logement, c'est des choses qui sont dégradées. Ok, c'est ça que je vais aller regarder.
Je gère ma comptabilité, okay, donc je transmets à mon comptable tout ce qui est relevé, etc. Tout ça, c'est moi qui gère. Et je gère également le réapprovisionnement pour le minibar. Tout ce qui est minibar, consommable sucré salé. J'ai fait des vlogs sur la chaîne où je vous montre un petit peu quand je vais chez Métro, etc. Voilà ce que je fais à l'heure actuelle. Le service client, il est délégué. Le ménage, il est délégué. Donc là, je t'ai préparé une petite slide très simple pour t'expliquer quels sont les 3 postes que tu vas devoir déléguer ou automatiser ou t'en occuper toi-même. En tout cas que tu aies une vision d'ensemble. Premièrement, ménage et linge. Okay, moi, je mets ça ensemble parce que moi, mes sociétés de ménage, comment on fonctionne, c'est elles qui récupèrent. On a toujours plusieurs jeux de draps par lit. Okay, et donc, ça fait qu'il y a toujours du linge propre qui est dans des placards fermés. Elles viennent, elles récupèrent le linge sale, elles l'emmènent, elles le nettoient, elles le repassent, elles le ramènent. Donc, premier poste qui est le plus important, c'est le ménage. Donc là, je t'ai mis effectivement gestion du linge, nettoyage du logement, mise en place des ventes additionnelles, par exemple quand il y a des arrivées romantiques, etc. Rapport après chaque séjour, ça c'est très très important, des rapports qui soient professionnels. Il faut vraiment, j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur Instagram où je parlais de ça. Moi, s'il y a un client qui se plaint de la propreté, qui est mal faite, je ne paye pas la prestation. Ça, c'est des conditions claires que j'ai avec les sociétés de ménage. Soit je travaille avec des sociétés, soit je travaille avec des auto-entrepreneurs qui ont généralement des personnes de rechange, entre guillemets, quand elles partent en vacances, etc. Ça le fait aussi. Mais en tout cas, je veux des personnes qui soient professionnelles, qui travaillent avec des produits professionnels. C'est très important. Le deuxième poste, ça va être le service client. Là, il y a plein de possibilités. Bien évidemment, on automatise tout via des channel managers. C'est-à-dire quand j'ai une réservation, par exemple sur Airbnb, je vais avoir des envois de messages en automatique. Premièrement, les ventes additionnelles. Deuxièmement, on lui envoie le dépôt de garantie au client. Troisièmement, une fois qu'il a validé le dépôt de garantie, on lui envoie ses instructions d'accès. Et quatrièmement, on peut lui demander, ça je ne le fais pas tout le temps, mais de nous laisser un commentaire. Donc, tout ça, ça se fait de manière automatique, ce qui fait que même si moi je ne suis pas là, ou si la personne du service client n'est pas là, le client a la possibilité, il reçoit tout en temps et en heure, et il peut tout faire de manière, je dirais, automatique, autonome. Pour le service client, j'ai beaucoup de gens qui gèrent ça eux-mêmes. Honnêtement, ce n'est pas chronophage du tout. Quentin, par exemple, c'est son exemple. Ça peut prendre moins de 5 minutes par jour, tu vois. Ça dépend de la clientèle que tu vas recevoir, ça dépend des jours, mais ce n'est pas quelque chose de très chronophage. Et encore une fois, moi, quand c'était moi qui le faisais, je prenais clairement du plaisir. Je trouve ça cool. C'est avant tout je dis que c'est un business d'hospitalité. Donc, si tout te dérange dans ce business-là, il faut peut-être te poser des questions. Est-ce que c'est le bon business ? Peut-être pas. Et ensuite, le dernier poste, c'est tout ce qui va être petits travaux de bricolage. Alors moi, ça peut être internalisé par les sociétés de ménage, ok. Sinon, moi, quand je passe, comme je te disais juste avant, je passe, je regarde si tout est ok, est-ce qu'il y a des taches sur les murs, est-ce que j'ai un lit à changer. Tu vois, dans mon dernier vlog, par exemple, c'est ce que je te montrais, j'ai fait intervenir une personne, j'ai plus les chiffres en tête, je crois qu'il m'avait pris 140 € pour une fuite d'évier et quoi d'autre. Pour des nez de marche qu'il fallait que je recolle, j'avais une applique sur le mur à mettre et j'avais un canapé à réparer. Moi, il faut savoir que je suis dans ce business-là, là je rénove une grange, c'est pas moi, je fais appel à des entrepreneurs, mais manuel, non, je suis pas du tout quelqu'un de manuel. Enfin, dernière chose que je voudrais rajouter ici dans cette dernière partie, c'est est-ce que c'est intéressant ou non de faire appel à une conciergerie ? Oui, c'est intéressant. Moi, ce que je conseille toujours à mes clients de faire, c'est d'abord de gérer eux-mêmes, d'apprendre à gérer eux-mêmes, c'est quand même important. Et puis en plus, ils sauront quel est le potentiel de leur logement. Imagine, tu as tout fait, ton logement est prêt à mettre à la location, tu le délègues directement à la conciergerie et cette conciergerie te fait rapporter, je sais pas, 2-3 000 € par mois. En fait, tu ne sais pas s'ils font bien le job ou pas. Moi, avec mon expérience, maintenant que j'ai fait moi-même tourner mes logements, je sais typiquement que mon appartement, il doit me rapporter 5 000 € de chiffre d'affaires minimum mensuel. Donc, ça me permet de juger si une conciergerie est efficace ou non. Mais si toi, demain, tu as envie vraiment de rien gérer, vraiment rien du tout, d'avoir un rapport trimestriel, tu gères rien, pas la maintenance, pas le service client, etc. Bah ouais, c'est ok, tu peux le déléguer à une conciergerie et toi peut-être te concentrer sur l'acquisition de nouveaux logements. Voilà, c'est à peu près tout. J'ai dit en début de vidéo que cette vidéo allait durer 30 minutes, je sais pas. Souvent mes équipes me disent d'essayer de faire des vidéos un peu plus condensées, mais c'est compliqué. Déjà là, tu vois, je t'ai condensé, je t'ai pas listé les 26 étapes. Je te garantis que si je te liste les 26 ou 27 étapes qu'il y a dans l'académie, bon, ça va intéresser personne parce que c'est beaucoup trop profond et en réalité, tu n'as même pas besoin d'avoir toutes ces infos-là maintenant. C'est important que tu aies les infos, tu vois, adéquates. C'est pour ça que je te dis la clarté, le plan d'action adapté à toi. Il faut que tu aies les bonnes informations en fait au bon moment. En tout cas, j'estime que les infos que je t'ai partagées là, c'est vraiment les 20% les plus essentiels. Moi, mon but, c'est vraiment déjà de pouvoir t'inspirer, te dire que tout est possible, qu'en France, on a la chance de bénéficier de cet effet de levier qui peut être extraordinaire et tu le sais, je pense, si tu suis cette chaîne. Mais en plus de ça, couplé à une autre stratégie, moi ce que j'appelle l'IMO 2.0, clairement, ça peut te permettre de générer des revenus qui sont dingues. Voilà, on arrive maintenant au terme de cette vidéo. Déjà, j'espère qu'elle t'aura plu.
Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche pour que tu sois informé des prochaines vidéos. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, tu vois, je vous disais en début de vidéo que je m'en fous, encore une fois, réellement. Mais c'est important d'avoir cette image parce que je sais qu'il y a tellement de formateurs sur Internet qui vendent du vent. Et je le sais, hein, je vois les témoignages de gens que j'ai au téléphone qui me disent on avait souscrit à tel truc, telle formation, tel accompagnement. Et je vois qu'ils ont investi des sommes gigantesques et ça ne servait à rien parce que ça fait 1 an, 2 ans et elles n'ont pas bougé. Donc encore une fois, c'est pour ça que je t'ai dit ça dès le départ de cette vidéo. Je veux vraiment que quand tu regardes mon contenu, que tu puisses te concentrer sur la valeur parce que je te garantis que de manière gratuite sur YouTube, sur Instagram, j'essaye vraiment de vous partager beaucoup de valeur. En tout cas, pour les personnes qui veulent passer de l'autre côté, qui ont un projet, qui veulent se faire accompagner, qui veulent se former, qui veulent faire les choses sérieusement, aussi rejoindre une communauté, parce que je ne suis pas tout seul. On a un groupe qui s'entraide et ça a énormément de valeur de pouvoir échanger, que ce soit des connaissances, mais aussi du réseau, en fonction de là où tu te situes à l'heure actuelle. En France, il y a un lien juste en dessous de la vidéo. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Okay, tu prends un lien, on peut échanger au sujet de ton projet, voir si on est en mesure de pouvoir t'aider ou non. Il y a des gens, encore une fois, qui postulent, tu vois, ils n'ont même pas 500 € de côté et ils pensent qu'ils vont pouvoir démarrer un projet immobilier. Non. Moi, même si je suis en mesure de pouvoir te vendre mon académie, parce que comme je te dis, c'est un produit accessible, ce n'est pas un produit qui est à 2-3 000 €, pas du tout. Non, ce n'est pas ces profils-là qu'on recherche. Il faut que tu sois motivé, déterminé, que tu sois en mesure d'investir dans l'immobilier. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Garde la pêche, garde le smile, c'est le plus important. Et je te dis à très vite. Ciao, ciao.